Édition spéciale sur LCI. Bachar al-Assad a quitté la Syrie. Le président déchu a fui son pays, tombé aux mains des rebelles aujourd'hui. En seulement 10 jours, les opposants au régime emmenés par les islamistes de HTS ont pris le pouvoir et symbole de cette conquête, la statue du père de Bachar al-Assad renversée puis piétinée par des habitants. Les rebelles sont arrivés dans la capitale syrienne la nuit dernière. Ils ont envahi le palais présidentiel. À Damas, on va retrouver nos envoyés spéciaux François-Xavier Ménage et Olivier Cresta qui font partie des rares journalistes sur place. François-Xavier, racontez-nous. On est sur une des places centrales de Damas. Il y a des tirs de joie et les rebelles qui sont en train de prendre possession des lieux. Et je voulais vous montrer aussi, sur ce char, vous avez des Syriens qui sont en train de se faire prendre en photo. Parce que pour eux, c'est un moment historique. Un char de l'armée loyaliste qui a été neutralisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, dans le centre-ville, il y a des dizaines et des dizaines de chars de l'armée syrienne qui ont été neutralisés. Il y a eu des combats. On a vu sur certains véhicules des impacts de balles. Il y a plusieurs lieux stratégiques militaires qui sont incendiés ici aux portes de Damas. Et ce qui est certain, c'est que tous les rebelles que l'on croise ici nous disent qu'une nouvelle Syrie est en train de démarrer. Voilà ce que l'on peut dire ici avec des conditions techniques évidemment compliquées depuis le cœur de Damas. On comprend, la Syrie est désormais l'une des zones les plus dangereuses au monde et ces remontées de terrain de nos reporters de TF1 LCI sont extrêmement précieuses. Merci à eux. C'est désormais la fin d'un régime brutal, sanguinaire, liberticide qui régnait depuis plus de 53 ans, mais aussi un saut dans l'inconnu pour la Syrie, désormais aux mains en partie d'islamistes dont on ignore les intentions. Pour comprendre ce qui se joue, Grégory Phillips, bonjour, rédacteur en chef du service international d'LCI est avec nous. Le général François Chauvency, bonjour, consultant géopolitique pour LCI. Noémie Alioua, bonjour, vous êtes essayiste, ancienne grand reporter au Moyen-Orient, spécialiste de la région. Fahd Al-Masri, bonjour, vous êtes président du Front du Salut National en Syrie, ancien porte-parole de l'armée syrienne libre, donc l'opposition à Bachar al-Assad. Et Michel Fayad, bonjour, analyste politique et spécialiste en géopolitique. Le destin de la Syrie vient de basculer. Grégory Phillips, comment en seulement quelques jours, alors qu'en 2012, on se souvient à l'époque du printemps arabe, Bachar al-Assad avait résisté aux manifestations, résisté à la pression, comment se fait-il que désormais il soit tombé, que son pays, Damas, la capitale, soit désormais aux mains des rebelles ? D'abord, vous parliez du travail des reporters. Oui. Pour vous raconter un peu les coulisses, j'ai un échange téléphonique avec Gwendoline de Bono, qui est à Raqqa en ce moment, samedi dernier. Donc, il y a 8 jours. Et Gwendoline, qui connaît très bien cette région, elle a été correspondante à Bagdad, elle est allée souvent en Syrie, me dit « Je sens que les choses bougent extrêmement rapidement ». On décide de l'envoyer à Raqqa, dans l'est de la Syrie. Et elle y est dès mercredi. Et mercredi, les échanges qu'on a avec elle, elle me raconte la rapidité, la progression de ces groupes rebelles et islamistes. Elle me dit, ils sont à Alep, puis Homs, attention, ça va tomber. Et c'est vrai qu'on est un peu incrédule. On est un peu incrédule après 24 années de pouvoir de Bachar al-Assad, cette dynastie. Et même nous, mercredi et jeudi, on se dit, c'est pas possible que ça aille aussi rapidement. Et si, aujourd'hui, le chef de HTS est dans Damas. On voit les images de François-Xavier. Ils ont pris possession du pouvoir à Damas et Bachar a fui. C'est extrêmement rapide. Pourquoi c'est aussi rapide comparé à ce qui s'était passé après la Révolution? Il y a des explications extrêmement diverses et je pense que vos invités ici les développeront sans doute mieux que moi. Mais vous avez d'une part le fait qu'il n'y ait absolument aucune résistance de la part de l'armée loyaliste. Je pense qu'on y reviendra. Il y a des raisons multiples à ça, mais pardonnez-moi l'expression, les rebelles, les islamistes sont rentrés comme dans du beurre. Oui. Aucune résistance, quasiment pas de combat, quasiment pas de soutien des alliés. Le Hezbollah a envoyé 2000 hommes, ou en tout cas ce qui reste du Hezbollah, mais on voit bien que le Hezbollah n'a pas pu peser.
et puis l'abandon, pour ne pas dire la trahison des Russes qu'on laissait faire. Alors ils ont d'autres problèmes à régler, notamment en Ukraine, mais là, Poutine n'est pas intervenu et a totalement laissé faire, ce qui explique que cet après-midi, au moment où on se parle, eh bien, les hommes du HTS sont dans le centre-ville de Damas, et sont en train de prendre le pouvoir. Général Chevoncy, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran et la Russie contribuaient à tenir le pays militairement et que puisqu'ils ont d'autres fronts, la guerre avec Israël et la guerre en Ukraine, le régime tombe. Alors d'abord, Israël a fortement affaibli finalement aussi bien le Hezbollah que l'armée syrienne, puisqu'il y a des frappes régulières depuis le 7 octobre. Et d'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est le 7 octobre 2023 qui est le début de la fin, en quelque sorte, ce que personne n'aurait pu prévoir. Donc déjà, Israël a contribué finalement à l'affaiblissement de l'armée d'Assad. Moi, j'ai aussi une autre hypothèse, c'est que c'est une armée qui ne croyait peut-être plus vraiment à Assad et qui a répondu finalement à l'environnement proche, parce que est-ce que ce leader était toujours suivi par ceux qui étaient autour de lui? Et je pense que quand l'armée, à un moment donné, finit par lâcher pied, le leader ne peut pas rester longtemps en place. Et si on regarde ce qui s'est passé de l'autre côté avec cette progression des forces, je dirais, insurrectionnelles, oserais-je dire, elles ont quand même été fortement soutenues par la Turquie, quoi qu'on puisse en dire. Mais aussi, quand on voit les images qu'on a eues au départ, on a vu des troupes parfaitement bien équipées, donc comme une armée régulière, en quelque sorte, ce qui veut dire qu'ils ont été formés, entraînés, équipés. Et puis il y a eu une opportunité. Et l'opportunité, effectivement, les Russes, pas en mesure de. Le Hezbollah, pareil. L'Iran, encore moins. Donc finalement, un certain nombre de facteurs d'affaiblissement de la force militaire. Et puis peut-être aussi, est-ce qu'ils n'ont pas été, en quelque sorte, pourris de l'intérieur ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un doute sur un problème sur la loyauté finalement de cette armée? Et je reviens à ce dernier point quand même, on en discutait tout à l'heure. On a quand même une division hyper connue qui s'appelle la division Maher, commandée par le frère même de Bachar, normalement parfaitement équipée, sans doute payée plus ou moins correctement, donc capable finalement de défendre le régime. Et c'était sa mission. On n'a pas vu cette division. Elle a disparu, complètement évaporée. Et je ne finirai même pas me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu une trahison du propre frère de Bachar? La question est posée, Noémie Aliwa. On voit que Bachar al-Assad est lâché par la Russie, par l'Iran, et on voit le résultat. Oui, tout à fait, mais c'est vertigineux, là, ce à quoi on assiste. Effectivement, personne ne s'y attendait. Que le régime d'Assad tombe aussi rapidement, personne ne l'avait vraiment vu venir en quelques jours être défait de cette façon. Et bien sûr, la question, c'est de savoir comment est-ce que ça a été fait et pourquoi ça a été aussi rapide. Et ça a été évoqué, effectivement, il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs externes, internes. Les facteurs externes, ça a été évoqué. C'est ces fameux alliés, la République islamique d'Iran, la Russie qui n'est pas intervenue pour porter secours à cet allié. La Russie, bien sûr, parce qu'elle est impliquée aujourd'hui déjà dans son conflit avec l'Ukraine. Et puis la République islamique d'Iran qui a été extrêmement affaiblie depuis la décapitation du Hezbollah, depuis l'élimination de Nasrallah, depuis le fait que la République islamique d'Iran a été obligée d'affronter directement Israël comme jamais dans son histoire. Donc tous ces éléments ont permis de faire en sorte à ce que les alliés aujourd'hui ne se mobilisent pas. Et effectivement, sans doute, et là on le saura dans les jours qui viennent, les trahisons en interne, le fait que l'armée ne se soit pas mobilisée, qu'elle n'ait pas résisté comme elle aurait pu. On va sans doute avoir et découvrir d'autres éléments qui expliqueront pourquoi l'armée syrienne ne s'est pas vraiment engagée dans cette affaire. Fahd al-Masri, vous qui êtes un opposant au régime de Bachar al-Assad depuis toujours, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui en voyant ces images? C'est la joie pour nous, c'est un jour historique pour nous, pas seulement pour moi, pour tous les Syriens. Moi, j'attends ce moment historique depuis 29 ans. Je suis en exil ici en France depuis 29 ans. Voilà, c'est le moment de préparer de retour vers Damas. Mais il y a plusieurs points qui m'ont posé des questions sur la rapidité de chute du régime d'Assad. Parce qu'avant-hier, je reçois des appels par des officiers sur le terrain. Il m'envoie des informations que le Hezbollah, des centaines de soldats de Hezbollah et de la milice chiite irakienne, Al-Hajj al-Shabi, ils sont en train de rassembler dans une petite ville dans le nord de Damas, entre Damas et Homs. Ils sont en train de rassembler là-bas de plusieurs centaines des combattants de deux mouvements de Hezbollah et de milices irakiens pour envoyer certains soldats sur plusieurs axes pour protéger Damas. Et dans un coup, ils sont disparus.
Deuxième chose, j'étais un petit peu surpris sur la rapidité d'entrée des islamistes, des certaines forces armées qui sont entrées à Damas. Et après, j'ai bien compris que cette rapidité, c'est en raison qu'il y a une coordination entre le parapluie des forces qui sont entrées sur le terrain avec certains chefs de services de renseignement syriens à Damas. Ils sont facilités à leur entrée. Mais les choses qui me font vraiment surprise, c'est pourquoi l'Iran a donné l'ordre aux combattants de Hezbollah hier l'après-midi, vers 18h à peu près. Il a donné des ordres à tous les soldats de Hezbollah de retirer de Homs, de la ville Al-Qusayr, de retourner vers le Liban. Qu'est-ce qui se passe avant pour que tous les soldats de Hezbollah reculent vers le Liban? Et pourquoi cette rapidité? Tous les diplomates iraniens aussi départ très vite de Damas. Donc il y a quelque chose qui cache dans la coulisse de cet événement historique à Damas. Bien sûr, hein, l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux, donc minute par minute, les informations, les images sont en train de tomber, et évidemment, nous les vérifions avant de les diffuser. Je vais vous faire écouter la réaction de Benyamin Netanyahou, justement, à la chute de Bachar al-Assad. C'est un jour historique pour le Moyen-Orient. Le régime Assad est un maillon central de l'axe du mal de l'Iran. Ce régime est tombé. C'est le résultat direct des coups que nous avons infligés à l'Iran et au Hezbollah, les principaux soutiens du régime Assad. Cela a créé une réaction en chaîne dans tout le Moyen-Orient de tous ceux qui veulent être libérés de ce régime d'oppression et de tyrannie. Michel Fayad, c'est un jour historique, une nouvelle ère qui s'ouvre. Pour le meilleur et pour le pire, peut-être? Je pense plutôt pour le pire, malheureusement, parce qu'on sait qui est cette personne, M. Jolani. C'est quand même un djihadiste, c'est un terroriste classé comme ça depuis des années. On sait quelle est son idéologie, une idéologie frériste. Donc moi, je suis absolument contre le régime d'Assad. Mon propre père a combattu le régime. Il était dans la résistance libanaise contre la famille Assad. Donc ce n'est pas du tout un a priori positif envers Assad. C'est un a priori complètement négatif. Sauf qu'il ne faut pas ignorer qu'est-ce qui est en face. Aujourd'hui, Jolani bénéficie d'une espèce de médiatisation avec une communication qui s'est améliorée, un peu comme les talibans l'avaient fait avant de revenir version 2, disons. Mais Jolani a une ambition. Son groupe s'appelle en fait Hayat Tahrir el-Sham et non pas Souria. Ça veut dire il y a une grande différence. En arabe, la Syrie, ça se dit Souria. Mais quand on dit Sham, Sham signifie à la fois Damas, mais aussi Balad el-Sham. Balad el-Sham, ça veut dire un territoire qui englobe non seulement la Syrie, mais aussi le Liban, la Jordanie, Israël, la Palestine. Donc tous ces territoires-là seraient intégrés. C'est ça l'objectif. Sinon, il n'aurait pas le même nom. Il n'aurait pas choisi ce nom à cette organisation. Donc il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il essaye de montrer patte blanche jusqu'à l'arrivée de Donald Trump, donc le 20 janvier, tout simplement parce qu'il espère que Donald Trump retire les forces armées américaines de la Syrie, parce que les forces américaines en Syrie aujourd'hui contrôlent les zones pétrolifères en Syrie. Et donc, il pense que si jamais les zones pétrolières étaient libérées de la présence américaine, eh ben, il pourrait y mettre la main et donc contrôler la principale ressource syrienne, puisque c'est porté à l'exportation. Et donc, c'est aussi quelque chose qui peut rapporter des devises. Et aujourd'hui, la livre syrienne s'est effondrée. Les salaires, on en parlait, de l'armée syrienne sont tombés à $35 par mois. Donc, en fait, il faut absolument faire rentrer des dollars dans le pays. Et la meilleure façon de faire rentrer des dollars dans le pays, c'est par la vente de pétrole. Et donc, le départ des Américains signerait pour lui la possibilité d'avoir des devises, restaurer la livre syrienne et ensuite consolider son pouvoir, peut-être s'allier avec les Turcs pour finir des Kurdes. Et puis surtout finir des Alaouites dans la région de Latakia et Tartous. J'aimerais vous dire une chose, c'est que dans l'idéologie frériste, un alaouite doit laver son péché d'alaouite en se convertissant au christianisme avant de se convertir à l'islam. Donc imaginez-vous qu'est-ce qui attend les alaouites de Tartous et de Latakia. Il y a un risque de persécution, méfiance vis-à-vis du chef des islamistes d'HTS. Justement, arrêtons-nous sur la personnalité d'Abou Mohamed El-Joulani.
Est-il devenu fréquentable caddie, lui qui joue en tout cas devant les caméras, hein, lui qui a été interviewé par nos confrères de CNN, la carte de la modernité? Alors oui, Marie-Aline, vous le disiez, c'était jeudi hein, sur CNN, on a eu le droit à un Al-Joulani très modernisé, qui a beaucoup transformé sa rhétorique. Hein. Il a changé, il est même un brin philosophe, vous allez le voir. Il nous dit une personne dans la vingtaine aura une personnalité différente de celle d'une personne dans la trentaine, voire la cinquantaine. Tout ça, c'est la nature humaine. Alors toujours dans cet élan de modernité, Marie-Aline, il a utilisé publiquement pour la toute première fois hein, chez nos confrères de CNN son vrai nom d'origine, hein, qui est Ahmed Al-Shara, au lieu de ce nom de guerre hein, d'Abou Mohamed Al-Joulani. Et quand il est entré dans Alep, ce qui a beaucoup surpris la population, eh bien, c'est qu'ils ont été relativement pacifiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas eu de massacre contre les minorités religieuses. Ça, les islamistes ne nous y avaient absolument pas habitués. Puis même, il y a eu des décrets ordonnant la protection des chrétiens et des chiites, avec une exigence pas de vengeance. Regardez ce décret qui est paru lundi. Dans la Syrie du futur, nous pensons que la diversité est notre force, pas une faiblesse. D'ailleurs, il a même permis aux Kurdes, qui étaient encerclés, hein, de repartir indemnes. Ah, voilà pour le discours qu'il affiche pour l'instant. C'est quand même d'autant plus étonnant à cette interview à un média américain qu'il est recherché par les Américains. Depuis 2017. Depuis 2017. Et sa tête est mise à prix à 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, c'est juste. Hein, il reste l'un des djihadistes les plus recherchés de la planète. Hein, ça, c'est indéniable. Le chef militant, il a rompu, hein, rappelez-vous, avec l'État islamique en 2012. En 2016, il rompt avec Al-Qaïda. Mais son discours n'a pas changé. Écoutez, c'était en 2018. À partir du moment où l'un d'entre nous songe à soumettre ses armes aux négociations, de facto, on les perd. Le fait d'envisager de capituler face à l'ennemi et de rendre ses armes est en soi un acte de trahison envers Dieu et son prophète, envers le sang des martyrs, envers les prisonniers et les émigrés. Voilà. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure cette transformation est authentique. En tout cas, rappelez-vous, et vous l'évoquiez tout à l'heure, quand les talibans sont arrivés en Afghanistan, que les Américains sont partis, ils avaient fait plein de promesses aussi, d'inclure les femmes dans le monde du travail. Quand les Américains sont partis, il n'en a absolument pas été question. Ils ont été boutés du monde du travail, de l'éducation. D'ailleurs, encore aujourd'hui, elles sont complètement invisibilisées. À l'heure qu'il est, elles n'ont même plus le droit de s'exprimer en dehors de leur foyer. C'est pour ça que je suis très sceptique vis-à-vis du discours de ce monsieur. Allez-y, Fad Al-Masri. Écoutez, moi je voudrais juste mettre un éclairage sur l'idée que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est le fruit de laisser la Syrie à l'abandon pendant 14 ans par la communauté internationale. Maintenant on dit « Ah, celui-là c'est un terroriste ». Écoutez, moi j'étais avec l'armée syrienne libre depuis la création de l'armée syrienne libre. J'étais parmi les fondateurs du premier commandement de l'armée syrienne libre. Je connais très bien le terrain et je connais très bien tous les gens sur le terrain. Impossible d'avoir un simple Kalachnikov sur le terrain s'il n'y a pas une autorisation de certaines forces régionales ou internationales. Et ça augmente. Si vous avez plus de qualité d'armes beaucoup plus supérieure, il faut l'autorisation beaucoup plus supérieure par certaines forces régionales ou internationales. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Syrie? Depuis la libération d'Alep jusqu'à Damas aujourd'hui, ça passe sous la parapluie sur plusieurs forces régionales et internationales et avec le contrôle de certaines forces régionales et internationales. Et on a bien vu... Mais lesquelles? Écoutez, la majorité des combattants, la majorité des forces sur le terrain, ils sont entraînés par la Turquie, guidés par la Turquie. Et la Turquie, c'est un membre de l'OTAN. Mais pas avec le soutien des Américains, hein, ça c'est sûr. Écoutez, la Turquie est le membre de l'OTAN, il a une bonne relation avec les Américains et d'autres forces régionales et internationales. Même elle est en bonne relation avec la Russie et l'Iran. Pour ça, il faut comprendre cette complexe de relations entre la Turquie et certaines forces régionales et internationales pour comprendre ce qui se passe sur le territoire syrien aujourd'hui. Michel Fayad, il y a des forces qui jouent double jeu? Disons qu'il y a des convergences d'intérêts
il est sûr qu'Israël a considéré que et ça serait intéressant de bloquer la livraison d'armes au Hezbollah. Et donc, effectivement, pour il était dans l'intérêt d'Israël, à un moment donné, peut-être de couper cette voie en tapant justement sur Assad. C'est ce qui s'est passé le jour même du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, quand ils ont bombardé le nord de la Syrie. Par contre, aujourd'hui, on sent que Netanyahou commence après avoir quand même frappé le Hezbollah qui essayait de rentrer en Syrie hier, et également les Hachch al-Sharbi irakiens qui essayaient de rentrer par la frontière syro-irakienne. Par contre, Netanyahou aujourd'hui est en train de commencer à changer un petit peu de politique, parce qu'il a vu que c'est un vrai danger, et donc il a commencé à essayer de prendre le contrôle de Quneitra. Et Quneitra, c'est la zone en fait tampon entre le Golan et la Syrie, et ça fait partie de la même zone territoriale de ce qu'on appelle le Mohafaza de Quneitra, c'est-à-dire la région de Quneitra qu'Israël a annexé aux 3/4 et qui s'appelle Golan dans la version israélienne. Et donc Netanyahou souhaite mettre au maximum une sécurité pour ces colonies au Golan pour justement faire face à Jolani. Donc il prend au sérieux cette menace Jolani. Mais par rapport à ce qui a été dit sur les chrétiens, je voudrais juste dire une chose. Premièrement, Jolani a dit que les chrétiens ne pourront pas célébrer en public Noël. Donc il autorise les chrétiens à rester chrétiens, entre guillemets, mais pas à célébrer publiquement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dans l'idéologie frères musulmane, on autorise l'existence de chrétiens, de juifs, etc. Et on leur propose la sécurité, la protection, c'est ce qui a été dit. Mais en fait, c'est la protection en échange de quelque chose. Donc, si vous voulez, la contrepartie de cette protection, de cette sécurité, c'est pas de liberté et à terme payer une jizya, c'est-à-dire un impôt pour rester chrétien ou rester juif. C'est la dimitude. C'est la dimitude. Ça a eu lieu dans certains pays arabes. Exactement. Et donc, aujourd'hui, ce que prépare Jolani, c'est cela. C'est très compliqué de savoir vraiment ce qu'il prépare, puisque vous savez, en géopolitique comme en amour, il vaut mieux se fier aux actes plutôt qu'aux grandes déclarations. Et en l'occurrence, les grandes déclarations, on a vu son interview à CNN, effectivement, il a tout intérêt aujourd'hui à se présenter comme quelqu'un de conservateur, mais d'assez ouvert. Il explique qu'il va protéger les minorités, il explique qu'il va pas faire régner la charia, ou en tout cas pas autant que d'autres groupes islamistes djihadistes comme l'État islamique. Donc il est dans un discours d'ouverture, mais effectivement, lorsque vous voyez son profil, son pédigré, c'est un homme dont ça a été dit, dont la tête a été mise à prix à $10 millions. C'est un homme qui vient d'Al-Qaïda, qui vient de Daesh, qui a été un soldat valeureux dans la cause du djihadisme, dans cette idéologie-là. Et donc, il a assez peu de chances que, dès qu'il arrive au pouvoir demain en Syrie, qu'il a le pouvoir et l'avenir de ce pays dans les mains, eh bien, il décide de s'en défaire et de choisir quelque chose de démocrate. Il va falloir vraiment regarder quelles sont les actions qu'il va mener. Et parmi les actions qu'il va mener, on a peut-être un indicateur qui est tout à fait certain, évident, et qui va nous donner peut-être une idée de l'axe qui va être celle de sa politique, c'est la façon dont les minorités vont être traitées, les Kurdes, les chrétiens, comment est-ce qu'il va se comporter avec les églises, et en fonction de la façon dont il va se comporter, lui et tous ces hommes vont se comporter avec les minorités, on va avoir une idée très claire de quelle va être sa politique. Et aussi comment est-ce qu'il va se comporter avec les Alaouites, donc cette minorité auquel appartenait le clan Assad. On a vu des images sur les réseaux sociaux où certains proches du régime essayaient de fuir par l'aéroport international de Damas. La manière dont les Alaouites vont être traités dira beaucoup aussi de la nouvelle gouvernance en Syrie. Vous restez avec nous. Vous parlez des Alaouites. Moi, j'ai des alliés avec mon front de salut national. J'ai plus de 35 très hautes grands officiers alaouites avec moi dans le front. Et ils ne craignent pas toute cette... parce qu'on a bien vu que les chrétiens qu'il a parlé le monsieur en Alep, ils sont... Je ne défends pas le Jolani. Je suis contre les islamistes. Mais je suis contre l'idéologie d'imposer sur les autres. Mais les chrétiens en Alep réjouissent de leur liberté en Alep. Ils célèbrent. C'est pas vrai, monsieur. Ils célèbrent. C'est pas vrai, ma grand-mère est d'Alep. Il y a des images, monsieur. Elle est chrétienne. Il y a des images. Et en plus, écoutez, les chrétiens... C'est faux, c'est n'importe quoi. Il y avait 2 millions de chrétiens en Syrie. Il y en a combien aujourd'hui? Il y en a 200 000, 300 000 à tout craquer. Enfin, disons la vérité un instant. Il y avait vraiment 2 millions, c'est-à-dire autant d'Alaouites que de chrétiens en Syrie. C'est-à-dire plus de 10% de la population syrienne qui était chrétienne. Aujourd'hui, ils sont combien? 1%.
Donc, ils sont partis à l'époque de la famille Assad, monsieur, la majorité. Mais attendez, déjà, vous appartenez à un groupe qui a causé 200 000 morts au Liban. Parce que l'armée syrienne libre, c'est l'armée qui est issue de ceux qui ont combattu au Liban et qui ont massacré les Libanais pendant plus de 30 ans. Donc, c'est le régime Assad avec des gens qui étaient dans l'armée et qui ont fait dissidence pour rejoindre l'ASL en grande majorité. Parce que c'est les gens qui étaient avec Moustapha Tlass, qui était le chef de l'armée, avec M. Chehabi, qui était le chef d'état-major. Ces gens-là ont soutenu ce front-là. Donc, cette unité... En fait, c'est une unité qui a combattu durement les Libanais, qui a massacré les Libanais, notamment les chrétiens, et même principalement les chrétiens. Mais en réalité, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a en Syrie un changement qui est en train de se faire, mais il ne faut pas se leurrer. Ce changement, à sa tête, il y a un type qui est un djihadiste, qui a une idéologie frériste, et qui est très clair. En fait, il donne une image à l'Occident pour se faire apprécier, mais ce n'est pas la réalité. C'est le cas qui a pris le pouvoir à Damas. Écoutez, monsieur, les islamistes ne prennent jamais le pouvoir en Syrie. Oui. La Syrie, vous le savez bien que la Syrie, c'est une diversité culturelle. Quelle diversité? C'est ce que nous allons voir. Diversité religieuse. C'est ce que nous allons voir. L'édition spéciale d'LCI se poursuit. On va retrouver l'une de nos équipes qui a réussi à entrer dans un tribunal militaire où un portrait de Bachar al-Assad a été décroché, symbole de cette ère, de cette fin de la dynastie Assad qui a régné sur le pays depuis plus d'un demi-siècle d'une main de fer. Qui pour leur succéder? C'est la question à laquelle nous allons répondre après la pub. À tout de suite. Rougeur, gerçure, le froid peut mettre votre peau à rude épreuve. En cas d'irritation, Bepanthen Pommade apaise, protège et répare. Bepanthen Pommade, votre allié contre les irritations de la peau. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. C'est quoi la fraternité? Une devise gravée dans la pierre? Une belle idée de l'humanité qui nous rend fiers? Mais ça peut plus rester une promesse en l'air. La fraternité maintenant, il faut la faire. C'est un enfant qu'on aide dans sa scolarité. Un bout de jardin où on peut encore se sentir bien. Ou la chaleur d'un café. Pour se poser, pour tout raconter. C'est refuser les inégalités. Ou la précarité. Parce qu'il suffirait qu'on le décide. Vous, nous, maintenant. Et ça changerait la vie de millions de gens. La fraternité, c'est une révolution. Et ensemble, on peut la faire. Vincent m'a fait sa demande. En plus, c'est du 24 carats. Du 18. Non. Elle est magnifique, mais je confirme, c'est du 18 carats. Quand on parle d'or, on ne peut pas s'empêcher d'être cash. Pour la revente ou l'achat d'or, c'est cash. C'est or en cash. Or en cash, achète cash. Pour ma retraite, pour en profiter pleinement. Pour mon logement, pour assurer mon emprunt. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé, AGIPI, agipi.com. Prendre soin de vos proches commence par prendre soin de vous. Zarbeil toux et mal de gorge, dispositif médical, alliant miel et ingrédients d'origine naturelle pour soulager tout type de toux. Découvrez Zarbeil, soulage la toux de toute la famille. Et aussi, les pastilles à sucer Zarbeil, apaisent la gorge et renforcent l'immunité. Christmas is back in town. Avec Aldi, les bons réveillons, c'est pour tout le monde, même pour le Père Noël. Ah bah oui, pardon. Aldi, la meilleure qualité à prix discount. Dans les rayons de chez Leclerc, j'ai trouvé une enceinte, elle est peu chère. L'enceinte Bluetooth JBL Type 4 à 29 € seulement en exclusivité chez Leclerc. Tout le high-tech est à prix Leclerc. Leclerc. Versace Eros for men. Notre rituel débute par une simple touche. Partageons le plaisir d'un café préparé à la perfection. DeLonghi présente sa dernière innovation, la Specialista Touch. Perfetto.
Cette année, ce sera pour Bérangère des lunettes pour voir clair. Ou pour Axel des lunettes de soleil. Et sinon du style pour Barbara qui fait son cinéma. Pour les fêtes, Chin Chin Daflelou, ce n'est pas une, mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus. Et avec la carte cadeau, la 3e c'est comme vous voulez pour qui vous voulez. Dispositif médical. Parce que pour Engie, vert, ça rime avec moins cher, le prix du kilowattheure est 24% moins cher que le tarif réglementé. Et jusqu'à 100 € offerts avec l'offre ELEC référence 1 an. C'est bien ça, Charlotte. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Retrouvez votre programme avec Doro. Pour rester actif et connecté avec vos proches, la simplicité et la sécurité en plus. Votre programme avec My Variation, des brosses à dents à technologie sonique recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur myvariation.com. L'histoire s'écrit sous nos yeux en Syrie. Nos équipes de TF1 et LCI sont à Damas alors que les rebelles ont pris le pouvoir, que Bachar al-Assad a fui. François-Xavier Ménage et Olivier Cresta font partie des rares journalistes dans la capitale syrienne. François-Xavier, un portrait hautement symbolique de Bachar al-Assad a été déchiré. Racontez-nous. On est devant le tribunal militaire de Damas. Regardez le portrait de Bachar al-Assad qui a été déchiré. Regardez aussi ce qui se passe au sol parce que ça indique les combats qu'il y a eu avec des cartouches qui sont retrouvées ici même. On vient de voir des Syriens qui, à l'intérieur du tribunal militaire, eh bien, ont emporté à la fois des documents, mais aussi parfois des valises, sans qu'on puisse savoir précisément ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est fou, en tout cas, c'est de voir effectivement à quel point le lieu a été intégralement pillé et mis hors d'état de fonctionner. Écoutez là, par exemple, il y a encore une alarme incendie, une alarme de détresse qui est enclenchée. Et ce que vous voyez avant, c'était des postes de contrôle. On est dans un des lieux les plus symboliques du pouvoir de Bachar al-Assad parce que c'est ici qu'était jugée une partie des personnes ici qui ont croupi en prison pendant des années et des années. Puis au loin, regardez, il y a un incendie, c'est-à-dire plusieurs endroits qui sont incendiés. Et ici, un calme absolu, alors que les rebelles que l'on suit depuis tout à l'heure, eux, ont pris possession de toute la ville. Et vous entendez des tirs de joie. Il y a eu un bombardement intense il y a quelques minutes et des zones militaires qui sont incendiées aux portes de Damas où nous sommes donc depuis ce matin. Merci beaucoup François-Xavier Ménage avec Olivier Cresta depuis Damas. C'est donc l'un des symboles de la chute du régime de Bachar al-Assad. Où est le président syrien désormais? C'est la Russie qui nous a appris que le président déchu avait quitté le pays par un communiqué de la porte-parole de l'équivalent du Quai d'Orsay en Russie, suite aux négociations entre Bachar al-Assad avec un certain nombre de participants au conflit armé sur le territoire de la Syrie. Il a décidé de démissionner de son poste présidentiel et a quitté le pays en donnant l'instruction de procéder au transfert du pouvoir de manière pacifique. Voilà ce que nous dit Moscou. Bachar al-Assad a fui. Où peut-il être? Où a-t-il pu se réfugier? On parle de la Russie, des Émirats Arabes Unis. Alors franchement, si je le savais, je vous le dirais. Non, aucune idée. Ce qu'on sait de manière à peu près certaine, c'est qu'il a, la semaine passée, fait évacuer sa famille, tout ou partie de sa famille qui a quitté le pays par mesure de précaution. Lui, a priori, n'est plus dans le pays. On voit pas bien où est-ce qu'il peut être maintenant, puisque même les bases russes de Tartous, etc., sont maintenant quasiment prises, enfin pas prises par les rebelles, mais en tout cas ce sont maintenant des poches très très petites. Donc oui, il a sans aucun doute quitté le pays. On dit qu'il peut être à Téhéran, on dit qu'il peut être en Russie, peut-être dans les Émirats. Honnêtement, c'est compliqué de vous le dire aujourd'hui. On se souvient de précédents. Moi, j'avais couvert la révolution tunisienne de 2011. Ben Ali avait un soir quitté Tunis et pris la direction d'un des pays du Golfe, j'oublie lequel. L'Arabie Saoudite, et était parti comme ça très, très rapidement. Ce qu'a fait Bachar, honnêtement, je suis incapable de vous le dire pour l'instant. Mais les informations que nous avons récemment, que Bachar al-Assad il est en Biélorussie.
En Bélarussie. En Bélarussie. C'est ce que dit la Russie, en tout cas. J'ai lu un communiqué de la part de la Russie. Bon, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est effectivement soit la Russie, soit l'Iran, éventuellement la Biélorussie. Il y a certaines sources qui affirment que son avion a déserté des radars. Donc ça aussi, c'est à prendre avec des pincettes, mais on verra quels seront les éléments. Mais on peut comprendre pourquoi aussi il a déserté aussi rapidement son territoire. Il faut comprendre la haine qui suscite aujourd'hui vis-à-vis de son peuple après 13 ans de dictature sanguinaire, 13 ans en tout cas de guerre civile, c'est-à-dire que le bilan de Bachar el-Assad aujourd'hui en Syrie, il est monstrueux. C'est 500 000 morts, c'est 12 millions de déplacés, c'est cette fameuse prison de Saïdana qui est aujourd'hui l'antre de l'enfer, qui a abrité les opposants au régime, où on a vu des scènes de torture, de meurtre, il y a eu des témoignages qui sont monstrueux. Et donc c'est tout ça le bilan de Bachar el-Assad. Et donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, il fuit le plus rapidement possible parce que son propre peuple n'attendait qu'une seule chose, en tout cas dans ce qu'on voit dans les images qui nous arrivent. Les premières images, c'est la libération de ce joug, de ce dictateur sanguinaire. On peut revoir d'ailleurs les images de la prison de Sednaya, hein, donc cette prison qui est l'un des symboles de l'oppression du régime Assad. Les personnes qui étaient incarcérées dans cette prison ont été libérées par les rebelles qui sont entrés dans la nuit à Damas et qui ont fait sortir ceux qui croupissaient dans les geôles de cette prison. Et Jolani, il était prisonnier dans sous prison avant. Il est libéré en 2011, en juin 2011. Il ne faut pas oublier qu'Assad, après même pas 3 mois de la révolte du peuple syrien, il a libéré la majorité des islamistes, parmi eux les Jolani, qu'il a fait le combat en Irak après, en 2003 et au retour à Damas. Il était prisonnier dans le prison de Sednaya. Il ne faut pas oublier aussi, entre le 2005 et 2008, après l'assassinat de Premier ministre libanais Rafik Hariri. Voilà les images de la prison, Sednaya. Oui, entre 2005 et 2008, après l'assassinat du Premier ministre libanais Rafik Hariri, les services de renseignement syriens ont organisé un scénario, il s'appelle l'État islamique de Sednaya. Ils sont programmés tous les scénarios possibles pour utiliser les islamistes comme des souris dans un laboratoire. Ils sont organisés, les scénarios, c'est de Daesh, le Front al-Nusra et d'autres, dans le prison de Sednaya. Parce que les services de renseignement syriens et Assad a imaginé à l'époque que le président Jacques Chirac, ils veulent que la chute du régime Assad après l'assassinat de Hariri. Mais après le 2008, M. Sarkozy a accueilli Assad ici à Paris. Les services de renseignement syriens, il a fermé le dossier. Donc, on n'utilise pas le dossier des islamistes maintenant. Assad ou le terrorisme, mais Assad, il a utilisé le même dossier à partir de mars 2011. En juin 2011, il a libéré les islamistes, il a utilisé le dossier des islamistes, le scénario de l'État islamique de Sednaya. Donc, il a déjà l'expérience, il a déjà préparé plusieurs années, mais il faut bien comprendre une chose très importante, que la majorité des combattants dans le territoire syrien sont des Syriens même. Imaginez un enfant de 10 ans, il est parti comme déplacé de sa ville natale, par exemple, de Damas vers Idlib. Il est parti, par exemple, en 2013. Aujourd'hui, il a 20 ans ou 22 ans. Aujourd'hui, il est capable de prendre les armes pour défendre à lui-même. Et la situation économique en Syrie, elle est catastrophique. Il est obligé de rejoindre n'importe quel groupe armé pour nourrir leur famille et défendre leur famille et même libérer sa ville natale. Et il y a une stratégie utilisée pendant cette libération des villes de Alep ou de Hama ou de Homs et maintenant à Damas, d'envoyer les enfants de chaque gouvernorat. Donc, les combattants qu'ils sont envoyés par exemple à Alep, ce sont les enfants d'Alep. Les gens qui combattent à Damas sont les enfants de Damas, donc sont des Syriens. Ils n'ont aucun lien avec l'idéologie de Al-Qaïda ou des frères musulmans. Moi, je suis contre les frères musulmans. J'ai une guerre politique et médiatique avec les frères musulmans et avec Al-Qaïda. On entend, mais aujourd'hui, parmi ceux qui ont renversé Bachar al-Assad... Mais avant d'accuser les Syriens de libérer... Il y a des opposants, évidemment, sincères. Il faut accuser la communauté internationale de ne pas faire un mandat d'arrêt international contre Assad. Allez, et on fait tourner la parole à l'abandon pendant 14 ans. Michel Fayad.
Oui. En fait, déjà, il faut quand même savoir que la majorité des combattants sont peut-être syriens, mais il y en a également qui ne le sont pas, parce que les médias libanais et les médias syriens et les médias irakiens qui sont sur le terrain, qui essayent d'interviewer les djihadistes, ont parfois du mal à trouver des gens parlant l'arabe. Il y en a certains qui parlent le turc, il y en a même certains qui parlent le kurde, étrangement, et donc il y en a certains qui ne parlent pas l'arabe. Donc dire que tous sont des Syriens, c'est quand même faux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui, si vous faites des élections libres en Syrie, vous aurez le même résultat que vous avez obtenu quand Moubarak a été renversé en Égypte, c'est-à-dire une victoire des frères musulmans. Il y a une différence entre l'Égypte et la Syrie, c'est qu'en Égypte, il y a eu ensuite un coup d'État fait par l'armée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'armée syrienne capable de faire un coup d'État et prendre le pouvoir. Sur l'armée syrienne, justement, il faut quand même comprendre une chose, c'est que pendant longtemps, l'armée syrienne a été composée à la fois d'alaouites et de sunnites. Et il y a quelque chose d'important, c'est que les sunnites étaient parfois envoyés au Liban lorsqu'il y avait l'occupation syrienne, et donc on voulait déplacer des soldats de l'armée syrienne sunnite vers le Liban. Quand il y a eu justement la scission de l'armée syrienne en 2011, avec donc des gens qui ont rejoint une opposition plutôt sunnite, eh bien les alaouites, eux, ont perdu confiance en grande partie dans leur armée et ont créé leur propre milice. Donc Maher, le frère de Bachar, il est à la tête à la fois d'une des brigades de l'armée syrienne, mais surtout de milices alaouites. Et donc, à mon avis, les alaouites vont se battre jusqu'au dernier, en réalité, à l'attaquer et à Tartous, et parce que s'ils ne le font pas, ils vont se faire tuer, massacrer. Il faut juste quand même reprendre l'image qu'on avait vue au début de la guerre en Syrie, quand il y avait un général qui est avec Jolani, donc un type avec lui, qui mangeait un cœur d'un soldat syrien en direct à la télévision. Donc ces images-là, elles restent, elles ont marqué les Syriens, et elles n'ont pas marqué que les Syriens, parce que ces images ont été diffusées dans tout le Moyen-Orient. Donc tout le monde a en tête ce dont ce monsieur, qui se présente aujourd'hui comme quelqu'un d'assez modéré, assez sympathique, eh bien, ce qu'il est réellement. Pour vous dire, vous montrez les images de son interview avec CNN, oui. Sauf qu'il y a une chose qu'on ne voit pas dans les images que vous présentez, c'est qu'il a obligé la journaliste à être voilée. Donc en fait, la modération, elle a des limites, vous voyez. Oui, c'est un saut dans l'inconnu, évidemment. Je voudrais qu'on voit ce reportage, parce que ce soir, c'est la fin d'une dynastie qui a régné pendant plus d'un demi-siècle sur la Syrie. Le récit de Gwenaël Bellec. Les statues du père de Bachar al-Assad déboulonnées les unes après les autres. Ici, dans la capitale Damas, il y a quelques heures, là, à Hama, la tête de la statue traînée à terre. Image symbole de la chute d'un régime qui aura tenu 54 ans. Tout commence en 1970, après un coup d'État militaire, la prise de pouvoir de Hafez el-Assad. L'armée, les forces de sécurité deviennent la pierre angulaire d'un régime totalitaire au parti unique. Ils contrôlent tout, la population et l'économie. Le leader devient aussi incontournable dans la région. Bachar al-Assad hérite de ce système en l'an 2000. Médecin de formation, formé à Londres. On le pensait plus ouvert, il perpétuera le régime autoritaire, sans partage. En 2011, la guerre civile commence après les printemps arabes. Elle durera 13 ans, fera 500 000 morts, 5 millions de Syriens exilés à l'étranger. Cette guerre explique en partie l'affaiblissement du régime. L'armée appauvrie est en plein délabrement. En témoignent ces soldats qui par dizaines ces derniers jours se sont rendus sans se battre aux forces rebelles. C'est une armée aujourd'hui qui ne va pas se battre pour ce régime parce qu'ils ont été abandonnés par ce régime, affaiblis par cette guerre, qui survivent, qui reçoivent des soldes tellement peu importantes qu'ils sont, pour certains d'entre eux, d'après les témoignages que l'on a, affamés. Ce système, longtemps soutenu par la Russie, par l'Iran, souffrait d'une économie exsangue après la guerre. La corruption, le dirigisme ont découragé tout investisseur. Un régime affaibli aussi par les sanctions internationales après l'effroyable répression contre tous les opposants.
N'oublions pas la torture, les prisons pleines et des comportements qui sont quand même des comportements dignes des pires États à travers le monde. Toute personne qui rentre en prison de toute façon est torturée. Notamment dans cette prison de Setnaya, qualifiée d'abattoir humain par les ONG. Des milliers de détenus y ont été torturés, pendus pendant des années. Des crimes renseignés par ces photos prises par un militaire. Le pouvoir syrien, c'était aussi les massacres de civils pour mater toute opposition. Le régime n'hésitant pas à utiliser du gaz contre sa population. Des dizaines de morts ici, notamment à Douma, en 2018. Une autre attaque au gaz avait fait près de 1500 morts, près de la capitale en 2013. 54 ans après, le régime vient de s'effondrer, après une offensive fulgurante des forces rebelles dans le pays. Général Chevon, si c'est la fin d'une ère, y a-t-il un risque ce soir pour que la Syrie devienne une autre Libye? Après la chute de Kadhafi, ça a été le chaos avec des islamistes qui ont pris le pouvoir, des guerres entre différentes factions. C'est intéressant de voir d'abord le processus de transition qui a été évoqué depuis 2 jours. On a l'impression que c'est une transition presque normale. Un dictateur tombe, dit qu'il démissionne, et il est remplacé par le Premier ministre, donc à titre temporaire, d'Assad, de Bachar, et finalement tout se passe assez bien, je dirais globalement. Donc déjà c'est un peu surprenant pour la fin d'un régime dictatorial. Maintenant, pour revenir, c'est un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure, et je n'ai pas pu intervenir, mais sur peut-être le rapport de force sur le terrain. Quel est le rapport de force des forces rebelles ? Quelle est la force rebelle qui va être capable d'imposer sa manière de voir la Syrie future? Ça, c'est l'aspect, je dirais, intérieur. Donc, on va attendre, à mon avis, quelques jours, sinon quelques semaines, pour que ça se décante. Parce que, pour l'instant, tout n'est pas réglé. Moi, ce que je vois sur la carte, c'est que du nord au sud, les rebelles sont descendus, ont eu la victoire, mais ce qui se passe à l'ouest avec l'attaqué, la partie alaouite d'une part, on ne sait pas très bien, et à l'est, du côté kurde ou nord-est, on ne sait pas très bien non plus. Donc c'est encore d'autres sujets qui vont apparaître, qui vont peut-être transformer la donne. Et je pense que le vrai sujet, ça va être quel rapport de force entre les différents groupes, qu'est-ce qui va prendre le lead, est-ce qu'il va y avoir concertation pour gérer le pouvoir? Ça, c'est l'aspect intérieur. Et puis l'extérieur, que va faire la Turquie? Les Américains, Trump a évoqué, c'est pas son sujet, mais Israël va se retrouver quand même avec un régime à ses frontières qui, pour l'instant, laisse quand même supposer qu'il sera plutôt djihadiste que démocrate. Donc là, il y aura peut-être un problème. Renforcer leur présence sur la zone tampon dans le Golan. Je voudrais juste vous assurer quelque chose de très important. La diversité de la société syrienne ne permet pas des islamistes de prendre le pouvoir en Syrie. Ils ne prendront jamais le pouvoir, ils ne seront jamais majoritaires au Parlement syrien. Pour ça, j'appelle à nouveau. Moi, j'ai écrit un article dans le journal Yediot Ahranot en Israël. J'ai demandé à plusieurs reprises la création d'un conseil de sécurité régionale et de OTAN régionaux arabes, un NATO arabe régional et un conseil de sécurité régionale. Ça peut assurer l'avenir prochain de la Syrie et du Liban et des autres pays de la région en conflit. Le message est entendu. Restez avec nous. L'édition spéciale se poursuit sur LCI. Nous partirons à Damas où l'une de nos équipes est sur place, nous raconte ces rebelles qui ont pris le pouvoir, ces scènes de joie à travers la capitale. À tout de suite.